insouciance et cette fainéantise propre à l'homme. Ceci n'est pas sans évoquer le thème central de ce traité. J'ai nommé l'amour, que je n'oublie pas, mais il est inutile et même néfaste de se bousculer. Tout vient à point à qui sait attendre. Patience, mon garçon. Cette affaire d'incidence de la capuche recoupe par un biais une question de philosophie, et on y viendra en son heure. Prévoir sans méditer irrite donc le ciel et provoque des effets inverses à ce qu'on avait attendu. C'est là la punition infligée à la désinvolture de ceux qui s'imaginent acquérir une certaine certitude en l'espace de 2 jours de temps sec. Car la certitude ne s'acquiert pas en 3 coups de cueillir à peau. N'allez surtout pas croire cela. La certitude s'acquiert en lisant ce recueil. Moi, qui ai inlassablement sillonné le monde de la Belgique à Toulouse, je peux bien vous confier que seules des dizaines d'années d'études sur des milliers d'individus autorisent à dresser l'édifice de la certitude au fil à plomb. Édifice qu'aujourd'hui, pendant que ma propre sœur baguenaude de café en café de la ville lumière, oui, mon garçon, je peux vous livrer tout à trac. Aussi, en un premier temps, et à moins d'une expérience peu commune, le mieux est de vous débarrasser de cette foutue capuche dont le maniement inexpérimenté peut déclencher les foudres du ciel et de vous en remettre sagement à ce traité, les yeux fermés. Oui, puisque j'ai déjà fait tout le boulot, il est inutile que notre se le cogne, car l'économie d'énergie est maître d'œuvre de la vie. J'y reviendrai. Compte là-dessus, mon garçon. Per l'angolo del francese vi leggerò un brano tratto da Le choix de Rudy di Françoise Dargent per l'edizione Hachette 2015. Oufa, République de Bachérie, URSS, 1951. Ça n'était pas gagné, mais j'avais réussi à le semer. Je savais qu'une fois franchi la lisière de la forêt, il abandonnerait. On avait trop souvent chassé sous les futaies ensemble. Il savait qu'avec moi, il risquait d'y passer des heures. Ça n'en valait pas le coup. Surtout avec le froid de loup de ce mois de novembre. Il m'attendrait tranquillement à la maison, devant le poêle, pour me tanner une fois que je serais rentré. J'étais coincé. J'avais cependant quelques heures devant moi pour le faire suer. Quelques heures de répit loin du vieux et de ses obsessions. La chasse, l'armée, les études. La chasse, je détestais. L'armée, je la vomissais. Et les études, je m'en foutais. Quand j'étais petit, j'avais demandé à ma mère si elle ne s'était pas trompée de père. Lui et moi, on n'avait rien à voir. C'était encore le temps où il me faisait peur, quand il était revenu de la guerre avec son uniforme et ses médailles. Instructeur militaire, tu parles. Il ne savait que crier. C'est sûr, quand il m'a découvert avec mes pieds écorchés d'avoir sauté, mes longs bras maigres et mes cheveux dans la nuque, il a cru qu'il s'était gouré de fils. « Tu m'as fait une 4e fille, et c'est pas la plus jolie », il a dit à ma mère, qui n'en menait pas large. De longues années loin de la maison à faire la guerre, ça vous forge un drôle de père. Il était parti, sa femme enceinte du dernier. Il avait reçu la nouvelle sur le front, un télégramme. Un fils est né, il s'appelle Rudolf. Il est en bonne santé. Mon père avait passé 7 ans avec ces 12 mots couchés sur le papier qu'il avait sûrement perdu en Ukraine, quelque part entre 2 coups de feu. En rentrant, c'est comme s'il m'avait oublié. « Tiens, un fils. »« Ah oui, c'est le dernier. Comment il s'appelle déjà ?» il avait demandé après avoir embrassé mes sœurs. « Rudolf », j'avais dit en m'avançant vers lui, tout tremblant. Moi, j'étais content de le voir. Je l'attendais depuis toujours, ce père parti à la guerre pour faire tomber l'ennemi.
Seulement, en le voyant avec son ventre qui dépassait de la ceinture et ses rides sur le visage, je trouvais qu'il était loin de la photo du jeune militaire orgueilleux que maman m'avait donnée pour que tu saches à quoi il ressemble ton père, le héros de la famille, la fierté du parti, un homme courageux. Quand il a posé le regard sur moi, j'ai cru un moment qu'il allait me serrer dans ses bras. Que dalle! C'est là qu'il m'a traité de 4e fille, puis il a engueulé ma mère pour ma coiffure avant de la prendre par la taille en rigolant qu'il allait s'occuper d'elle. Je l'ai détesté dès ce moment-là. La partie de mon cœur que je lui réservais s'est changée en glace. C'est fou comme l'amour peut vite se transformer en haine. Chaque fois que je danse chez Madame Udelsova, je pense à sa tête s'il me voyait, et je saute encore plus haut. Je place mes bras et je lève le menton. Je souris avec un air de victoire. Je saute, je vis. Je tourne, je vis. Je vrille, je vis. Un jour, je partirai et il ne pourra rien faire. Il vaut mieux, sinon je vais finir par le tuer. Mais maman, ça l'achèverait. Donc, je ronge mon frein. En attendant, qu'est-ce qu'on caille dans cette forêt? Je vais aller jusqu'à la cabane de l'ours pour faire du feu. La cabane de l'ours, c'est un endroit secret. J'y amène parfois Lilia. Je sais qu'avec elle, je ne crains rien. Elle peut rien dire, elle est sourde et muette. Et de toute façon, elle m'adore. Elle n'a pas besoin de le dire pour que je le sache. Elle me prend dans ses bras, elle me console quand le vieux me tape et elle chante avec sa gorge. Déjà quand j'étais petit, c'était ma sœur préférée. Maman était souvent débordée et comme Lilia ne pouvait pas aller à l'école parce que le maître ne voulait pas prendre une sourde muette dans la classe, elle s'occupait de moi. Elle a 3 ans de plus que moi, mais elle paraît beaucoup plus vieille. Maman dit que c'est parce qu'elle n'est pas comme les autres. Moi, je sais, elle voit ce que les autres ne regardent jamais, mais qui en dit long. Elle sait, à la démarche du père qui rentre, s'il va être en colère ou non. Elle trouve toujours les couleurs qui vont à Risida et Rosa. Elle voit dans mes yeux si je suis triste ou gaie. La première fois qu'on est allés tous ensemble au spectacle de danse, elle m'a serré fort la main. Elle a vu mes yeux qui brillaient, comme des étoiles, a dit plus tard maman. Maman riait, et Lilia pleurait de me voir si heureux. C'est toujours Lilia qui court me prévenir à la salle de danse quand le père arrive en avance. Ça y est, j'aperçois la cabane. Il n'y a que moi et Lilia qui pouvons en distinguer l'entrée. Ou plutôt la deviner, parce qu'on a laissé les buissons devant. En fait, pour entrer, il faut traverser les épineux. En hiver, c'est plus difficile, car les feuilles ont disparu. On sort du tunnel avec les mains en sang. Mais au moins, personne ne peut savoir que notre repère se trouve là. Même les chasseurs n'y vont jamais. C'est une vieille cabane branlante et abandonnée. Mon père encore moins que les autres, parce que quand on va à la chasse, je fais toujours en sorte de l'éloigner du coin. Je lui fais croire que j'ai vu quelque chose bouger de l'autre côté, ou je lui montre des branchages que j'ai piétinés. Il tombe dans le panneau à tous les coups. Alors on s'en va. En fait, je l'appelle la cabane de l'ours parce qu'il y en a un, dessiné sur le mur, avec des traits barrés à côté. Sûrement un chasseur qui notait ses prises. Avec Lilia, on a ajouté des dessins. On dessine à la craie. Moi, je révise mes positions pour la danse en crayonnant de petits personnages et elle décore avec des fleurs et des couleurs. Quand on rentre et qu'on allume la bougie, quand la flamme vacille, on dirait que les silhouettes bougent. C'est notre petit spectacle secret. Dedans, il y a assez de place pour se tenir à plusieurs et pour bouger. C'est précieux pour moi, car je dois tout le temps améliorer mes sauts. À la maison, il n'y a pas de place. On vit à 6, dans 10 mètres carrés, et l'oncle qui habite à côté, il ne supporte pas le bruit. Chez Madame Udelsova, j'y suis pas assez longtemps pour m'entraîner. Il faut que tu t'entraînes tous les jours, m'a-t-elle dit. Le corps a une mémoire. Si tu répètes les mouvements tous les jours, il saura ce qu'il doit faire et te permettra d'aller toujours plus loin. Les plus grands danseurs sont aussi ceux qui travaillent le plus. Il n'y a pas de secret. Arrange-toi pour travailler tous les jours, sinon tu ne progresseras pas. Sono Paola e leggerò una poesia di Cesare Pavese intitolata Agonia. Girerò per le strade finché non sarò stanca morta. Saprò vivere sola e fissare negli occhi ogni volto che passa e restare la stessa. Questo fresco che sale a cercarmi le vene è un risveglio che mai nel mattino ho provato così vero. Soltanto mi sento più forte che il mio corpo e un tremore più freddo accompagna il mattino. Son lontani i mattini che avevo 20 anni e domani 21.
Domani uscirò per le strade, ne ricordo ogni sasso e le strisce di cielo. Da domani la gente riprende a vedermi e sarò ritta in piedi e potrò soffermarmi e specchiarmi in vetrine. I mattini di un tempo ero giovane, non lo sapevo, e nemmeno sapevo di essere io che passavo, una donna, padrona di se stessa. La magra bambina che fui si è svegliata da un pianto durato per anni. Ora è come quel pianto non fosse mai stato. E desidero solo colori. I colori non piangono, sono come un risveglio. Domani i colori torneranno. Ciascuna uscirà per strada, ogni corpo un colore, perfino i bambini. Questo corpo vestito di rosso leggero, dopo tanto pallore, riavrà la sua vita. Sentirò intorno a me scivolare gli sguardi e saprò d'essere io. Gettando un'occhiata, mi vedrò tra la gente. Ogni nuovo mattino uscirò per le strade cercando i colori. Buonasera, sono Roberta e leggerò un brano tratto da Un sacchetto di biglie di Joseph Joffo, edizione Burr. Alla sera la radio, malgrado i disturbi, parla molto di Stalingrado, ma le notizie non sono le stesse. Si viene a sapere che molti tedeschi sono morti durante l'inverno, che i cingoli dei carri armati slittano sul fango e che tutti i mezzi blindati sono inchiodati. A chi credere? Alla sera, andando a letto, penso che i tedeschi perderanno, che questa volta sono davvero battuti, e mi addormento pieno di speranze. E poi alla mattina, all'edicola di Rue Carnot, leggo i grandi titoli e vedo delle foto di fortificazioni con generali pieni di croci uncinati, cui visi trasudano fierezza e fiducia, e vengo a sapere che grazie al vallo atlantico uno sbarco alleato è da escludere, perché si spezzerebbe contro quel bastione inespugnabile. Ne parlavo spesso con Maurice sulla spiaggia, ma era tanto difficile. Mentre nuotavamo con delizia in un mare caldo e trasparente, immaginare campi di neve, di fango, notti piene di mitraglia, di aerei, che finivo per non credere più alla realtà di quella guerra. Pareva impossibile che altrove ci fossero il freddo, il combattimento, la morte. Un punto nero all'orizzonte. Settembre. Settembre significava la riapertura delle scuole. Ce n'era una vicina a casa, in Rue Dante, e ci passavo davanti ogni mattina prima di incominciare la mia giornata di traffici. Acceleravo il passo per non vedere troppo la fila delle aule in fondo a un cortile stretto tenuto costantemente in un'ombra fresca da 6 enormi platani. Lascio la riva del mare ed entro in città. Ecco la chiesa. Ancora 20 metri e sono a casa. Sei tu, Joseph? Il rumore della frittura copre la voce di mia madre. Sì. Va a lavarti prima di venire a tavola. Maurice è con te? Incomincio a insaponarmi con una specie di pasta verdastra che scivola tra le dita e non fa nessuna schiuma. No, ma viene subito. È in Rue Garibaldi per farsi dare del sapone da barba. Papà è entrato. Mi arruffa i capelli. Sembra di buon umore. Voi due e i vostri traffici. Sapevo che in fondo era contento che ce la sbrigassimo così. Un po' più avanti, nella stessa strada, c'erano 2 bambini circa della nostra età. Le 2 famiglie si facevano visita, ma io non potevo sopportare i 2 ragazzi. Li trovavo di una presunzione senza limiti. E Maurice aveva mollato un cazzotto meraviglioso al maggiore, gesto che gli era valso 24 ore di divieto di uscire e un'ammirazione infinita da parte mia. L'argomento principale di papà per trovare una scusa ai nostri traffici era di dire a mamma: «Preferiresti avere dei figli come i V?» Lei taceva per un momento, scuoteva la testa con l'aria di una persona che non è del tutto convinta e ribatteva: «Però non bisognerebbe dimenticare che siamo occupati. Quegli italiani saranno magari simpatici, ma può succedere che un giorno...» Allora Maurice o io rispondevamo: «Gli italiani, ma li conosciamo tutti!»
Papà rideva. Ci domandava